Avec la caisse de 2 kilos d'avocats à 6,99. Un super bol d'aile de poulet à la cage 550 grammes à 7,77. Puis un super bol de salsa avec les tomates rouges de serre à 1,68 la livre. Hey, c'est super bol. Super C. Valide jusqu'au 15 février. Détail au superc.ca. Choix 98. Wow. Radio X. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Une autre semaine qui commence ensemble sur les ondes de Choix Radio X. Bienvenue dans Radio X Files, cette émission avec les phénomènes étranges et inexpliqués. Et j'ai envie d'entrer de jeu, mon cher Christian. D'abord, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie qu'on aborde le sujet de la fin de semaine ensemble. J'ai vu que tu l'avais mis dans ton bloc d'actualité, mais j'ai envie de sauter là-dessus. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, bon, pour placer les gens, là, on a abattu depuis maintenant, grosso modo, une semaine, 4 objets volants non identifiés. C'est la chasse au ballon, comme tu nous as écrit. Ouais, c'est ça. Donc, la chasse au ballon est ouverte. Donc, résumons un peu les faits. Dans un premier temps, on a abattu au large de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, on a abattu un ballon qui, depuis plusieurs jours, était au-dessus des États-Unis. Il s'agissait d'un gros ballon, 2-3 fois gros comme un autobus, là, donc un très important ballon, qui avait un système de propulsion, entre guillemets, entendons-nous, là, il était alimenté par des plaquettes solaires. Oui. Et donc, il y avait des petits moteurs qui lui permettaient de se déplacer, donc un système de propulsion autonome. Et ce ballon-là, donc, malgré, d'abord, dans un premier temps, il faut se rappeler que la Chine avait dit ne pas être au courant de la situation. Lorsque les Américains ont insisté, la Chine éventuellement a répondu que effectivement, c'était l'un de leurs ballons, mais qu'il s'agissait simplement d'un ballon qui était destiné à enregistrer des informations de type météo et qui s'était simplement égaré. C'est quand même curieux, un ballon qui a un système de propulsion qui s'égare, là, ça paraît un peu invraisemblable. D'autant plus que le ballon, curieusement, s'est déplacé au-dessus de zones militarisées, de zones qui sont généralement interdites de survol parce que ce sont des zones très sensibles sur le plan militaire. Et on se le cachera pas, les relations chino-américaines ou canadiennes sont pas très bonnes. Ont déjà connu de meilleurs jours. Alors, d'aller à dire que c'était pour de la recherche, c'était quand même audacieux. Mais là, ça, c'est le ballon numéro 1. Là, on est ça, c'est donc le ballon numéro 1. On abat le ballon tombe à la mer. Au moment où on se parle, les autorités militaires américaines en sont à récupérer le ballon. On a déjà récupéré l'enveloppe, mais les instruments ont coulé. Donc, on a commencé à récupérer plusieurs de ces instruments. Au moment où on se parle, le Pentagone, faut le dire, le Pentagone est très, très, très laconique par rapport à ça, mais il a suffisamment fourni d'informations pour savoir que le ballon avait visiblement des équipements qui lui permettaient de faire de l'espionnage. Donc, à ce niveau-là, on a à peu près la certitude que le ballon numéro 1 était un ballon d'espionnage. Ce qui est plus intriguant, ce sont les derniers ballons au cours de la fin de semaine. Hein. Donc, le premier, vendredi 10 février, on a abattu un premier ballon à Dead Horse, en Alaska. Donc, on est au-dessus du territoire américain. Le lendemain, le 11 février, au Yukon, on a abattu un autre ballon. Cette fois, il était dans l'espace aérien canadien. On a donc dépêché des appareils des chasseurs canadiens, mais c'est un missile d'un chasseur américain qui l'a abattu. Un chasseur qui avait été déployé sur le secteur en fonction d'une entente qu'on a avec les États-Unis dans le cadre d'un programme de protection qui s'appelle la NORAD. La NORAD, c'est le système de défense aérien nord-américain.
Donc, c'est un missile américain qui a abattu le ballon, qui est tombé dans une zone excessivement isolée. Et au moment où on se parle, on l'a vu encore cet après-midi, le premier ministre Trudeau était au Yukon et il a expliqué qu'on allait récupérer éventuellement les débris du dit objet en question, parce que je vais revenir sur la définition du ballon. Là, donc, là, on parle d'un objet, on va récupérer les débris pour essayer de déterminer de quoi il s'agit. Et ensuite, on a appris hier qu'un autre de ces objets volants non identifiés avait été abattu au-dessus du lac Huron, qui partage une frontière avec le Canada, mais l'objet se trouvait au-dessus des États-Unis, donc de l'État du Michigan. L'objet a été abattu. Et dans le cas des deux objets américains là qui ont été abattus, donc celui au-dessus de l'Alaska et celui abattu hier au-dessus du lac Huron, là aussi, on n'a pas beaucoup de détails. On sait que dans le cas de l'objet abattu au-dessus du lac Huron, l'objet a été décrit. Bon, il faut savoir que tous les objets, en dehors du ballon chinois, les 3 autres objets qui ont été abattus étaient des petits objets. À peu près de la taille, le plus gros avait à peu près la taille d'une petite voiture. Donc celui qui a été abattu au-dessus du lac Huron hier, on sait que, d'après la description des pilotes, que l'objet avait une forme octogonale et qu'il y avait comme des espèces de câbles qui pendaient en dessous de l'objet. Alors que l'objet abattu au-dessus du Canada, on parle ici de l'objet abattu le 11 février, les pilotes ont raconté qu'il s'agissait d'un objet où, là, c'est pas très clair. C'est un objet de forme cylindrique, mais était-il ou non accroché à un ballon? Là, ça reste un peu nébuleux. On sait pas trop de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi je mets un bémol sur le nom de ballon. Okay. Alors, le premier objet était clairement un ballon. Les 3 autres objets, on a sait entre le ballon, le drone ou autre chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Encore aujourd'hui, le Pentagone a fait une présentation publique, est revenu sur ces histoires d'objets volants non identifiés. Alors là, ici, on parle vraiment de OVNI dans le terme fondamental du terme. Donc, objet volant non identifié, il faut quand même le dire. Lors de la conférence de presse cet après-midi, la représentante, la porte-parole du service de presse de la Maison-Blanche a annoncé que l'objet en question, les objets en question n'avaient strictement rien à voir avec des extraterrestres. Il a fallu qu'il précise pareil, hein, ça me fait sourire. C'est ça. Donc, il s'agit de Karine Jean-Pierre, qui est la secrétaire de la Maison-Blanche. Elle a pris quand même quelques secondes pour dire « Ce n'est pas une activité extraterrestre ». Et elle a dit à la blague « J'aime bien E.T., mais laissons-le au cinéma ». Donc, évidemment, ça ne convaincra pas les gens qui veulent y voir une intervention extraterrestre. Là, mais bon, ces objets, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est cette effervescence? Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette présence-là. Dans un premier temps, il peut y avoir une espèce d'activité qui est menée par des pays étrangers. Il peut s'agir de la Chine, de la Russie ou même de la Corée du Nord, qui essaie de tester, entre guillemets, le temps de réponse des autorités américaines en considérant une invasion de l'espace aérien. Donc, en faisant ce genre de manœuvre, ils savent à quelle vitesse les services de la NORAD vont réagir et de quelle façon des appareils vont intervenir sur le terrain pour abattre le dit objet. L'autre raison qui pose une question qui est quand même importante, c'est que les objets qu'on a abattus se situaient entre 20 000, grosso modo, entre 20 000 et 40 000 pieds d'altitude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été abattus. Alors, le département de la Défense aux États-Unis a bien souligné que ces objets, en aucun temps, n'avaient menacé la sécurité du territoire. Donc, mis à part le ballon chinois qu'on suspectait de faire de l'espionnage, dans le cas des 3 autres objets, aucun d'entre eux ne semblait ni faire de l'espionnage, ni représenter une menace. La raison que l'on a donnée pour abattre les objets, c'est qu'ils se trouvaient à des altitudes qui auraient pu poser problème pour la circulation de l'aviation civile. Alors qu'on est en moyenne entre 32 et 34 000 pieds. Là, on est dans le milieu. Là. On est exactement là. Donc, ces objets-là se déplacent justement dans les corridors, les altitudes qui sont empruntées par l'aviation civile. Donc, on les a abattus pour cette raison-là. Bon, évidemment, les gens diront c'est pratique de dire ça. C'est vrai. Il peut y avoir plein d'autres raisons que le département de la Défense, tant le ministère de la Défense canadienne ou encore le département de la Défense aux États-Unis ne veulent pas nous révéler. Mais bon,
Pour l'instant, c'est l'explication, c'est on les a abattus parce qu'ils représentaient une menace pour le trafic aérien. Autre élément qu'on doit retenir également, c'est que l'utilisation de ballons, si on parle par exemple, si on pense entre autres à un pays étranger comme la Chine, il faut savoir que au niveau, il n'y a pas de droits internationaux qui ont été établis pour une zone en très très haute altitude. C'est-à-dire, on n'a pas déterminé à quel moment commence l'espace. Okay. Donc, on sait que les satellites, par exemple, ne sont pas tenus de respecter ces conditions. On parle, par exemple, dans les années 60, on en a souvent parlé lorsqu'il est question d'OVNI. Dans les années 50 et 60, la question des OVNI était préoccupante parce qu'on n'avait pas de satellites et on utilisait des avions espions. Donc, les Russes survolaient le territoire américain avec des avions secrets. Les Américains faisaient de même avec le U-2, le SR-71 Blackbird. Et évidemment, on survolait des installations militaires pour savoir à quoi pouvaient ressembler les mécanismes de défense de notre adversaire. À partir des années 60, c'est le développement des satellites et peu à peu, les avions espions ont été mis au rencard. On sait donc que les satellites, lorsqu'ils gravitent autour de la Terre, ils ne sont pas tenus de respecter ces zones. L'hégémonie du territoire américain s'arrête à l'espace. Donc, un satellite russe peut passer au-dessus des États-Unis et prendre des photographies. Mais bien sûr, il y a quand même des capacités limitées. Si la zone qu'il essaie de photographier est recouverte de nuages, à moins d'avoir des systèmes infrarouges pour détecter des sources de chaleur au sol, si on se réfère essentiellement à la photographie ordinaire, on verra pas grand-chose, on va voir des nuages. Mais néanmoins, le satellite, et d'ailleurs, je faisais remarquer récemment à des amis, si on parle par exemple de la fameuse zone 51, oui. Qui a toutes sortes d'histoires qui circulent à propos des OVNI. Autrefois, dans les années 50 et 60, lorsque les techniciens de la zone 51 travaillaient sur des prototypes, oublions un instant les soucoupes volantes, il est quand même vrai que la zone 51 est une base ultra secrète dans le désert du Nevada où les militaires ont développé les prototypes les plus avancés de leur époque dans le domaine de l'aviation. Donc on a vu sortir des hangars de la zone 51 des appareils comme le premier avion espion américain, le U-2, qui a été suivi ensuite d'une génération comme le X-12, le SR-71 Blackbird, et ensuite la technologie des avions furtifs, le F-117 Stealth Fighter, le bombardier B-2, et ensuite l'avènement des technologies de drones, des drones comme récemment le drone Sentinelle, qui ressemble à un petit avion triangulaire qui bénéficie également de la technologie dite furtive. Bon, à l'époque, donc dans les années 60 et des années 50, lorsque les ingénieurs travaillaient sur ces prototypes, on pouvait les sortir sur les pistes, faire des essais, puis on les ramenait dans les hangars, ça posait pas de problème. Aujourd'hui, avec la présence des satellites, les militaires américains de la zone 51 ont un registre de tous les satellites et à quel moment ils vont passer au-dessus de la base. Donc, ils doivent, c'est un peu comme une fenêtre de lancement avec les fusées, on doit calculer la zone au moment où il n'y aura pas de satellite au-dessus, à moins des satellites américains, mais de satellites étrangers au-dessus de la base de la zone 51 pour sortir les prototypes et en faire des essais. Sinon, ils risqueraient d'être vus et photographiés par des satellites de nations étrangères. Okay. C'est d'ailleurs arrivé dans le passé, il y a 2 ou 3 ans, il y a une photographie qui a été prise par un satellite russe qui montrait sur une piste de la zone 51 l'un de ces petits drones furtifs qui sont les drones Sentinelle. Donc on voyait sur la piste cet objet-là en pointe de flèche qui était un drone Sentinelle avant même qu'on les utilise de manière publique. Quelqu'un qui avait mal fait son calcul. Ouais, c'est ça. Donc, on avait omis de calculer la présence d'un satellite. Mais bref, ça nous montre un peu la problématique. Donc, l'hégémonie de l'espace aérien s'arrête à l'espace. Mais à quel moment commence l'espace? Non, on n'a pas tous la même définition. Certains disent, l'espace commence à, grosso modo, 80 000 pieds. D'autres disent, l'espace commence à 100 000 pieds. Donc, il y a une difficulté là autour de ça. Et il est possible, encore une fois, que des nations étrangères veulent tester jusqu'à quelle altitude les Américains considèrent que c'est l'hégémonie de leur territoire. Donc là, on a envoyé des ballons à 20, à 30, 40 000 pieds. Peut-être que le prochain sera 70 000 pieds. Peut-être qu'il est possible qu'on veut tester ça. Mais il y a aussi des explications beaucoup plus banales. Avec la présence de ce ballon chinois, on a appris il y a quelques jours que le service de la NORAD, ce grand service de protection du territoire nord-américain de défense,
France a peaufiné leur système de détection, ont ajouté des filtres, qui fait que ces ballons étaient peut-être là depuis très longtemps. Quand je dis là depuis longtemps, parce qu'il pourrait s'agir simplement de ballons, c'est comme par exemple le ballon qu'on a abattu au-dessus de l'Alaska. Ben, il pouvait peut-être s'agir d'un ballon lancé par un groupe qui travaille en météorologie en Alaska qui ont lancé le ballon. Merci, bonsoir. C'est pas forcément un ballon ennemi, c'est pas forcément un ballon étranger. Mais le fait qu'on ait peaufiné les mesures de détection, ces objets-là apparaissent soudainement alors qu'ils n'apparaissaient pas. Hein? Et là, on fait les écrans, c'est un peu comme si on augmente la discrimination parce qu'on évitait autrefois, on avait placé les curseurs à tel ou tel niveau. Ça nous empêchait de capter des oiseaux, de capter des petits objets comme des drones ou des ballons. Mais là, comme il y a une possibilité qu'on puisse être espionné par des nations étrangères qui utiliseraient des ballons, ben on a augmenté la capacité de nos détections. Et là, ben, possiblement que sur les écrans, on voit apparaître plein d'objets qu'on ne voyait pas avant, non pas parce que les équipements n'étaient pas efficaces pour le faire, mais qu'on n'avait pas mis une discrimination suffisamment élevée. Alors là, on voit apparaître plein d'objets, et comme on est incapable, dans des cas rapides, de déterminer d'où vient l'objet, est-ce que c'est un objet qui a été lancé simplement par des gens qui ont voulu s'amuser en lançant un ballon, une université qui a décidé de lancer également un ballon, un groupe de gens qui font de la recherche sur la haute atmosphère. Il peut s'agir de mille et une raisons où des gens qui font de la recherche scientifique vont utiliser des ballons qui vont se déplacer en haute atmosphère. Mais ça fait moins belles histoires, ça, Christian. Ah, je sais que ça fait de moins belles histoires. Donc, actuellement, on en est là. On ne sait pas ce que sont ces objets. La seule chose pour laquelle on a une certitude, c'est que le premier ballon était apparemment un ballon espion chinois. Pour les autres, on le sait pas trop. On est vraiment dans une situation, une zone grise, à se demander est-ce qu'il s'agit d'une incursion de nations étrangères au-dessus du territoire nord-américain? Est-ce qu'il s'agit simplement d'objets qu'on découvre l'existence, la présence, mais qui étaient déjà là depuis longtemps? Quand je dis depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il témoignait d'une activité scientifique ou météorologique qui avait cours depuis un certain temps, mais qu'on détectait pas parce que les équipements ne permettaient pas de le faire. Donc, je pense que au moment où on se parle, en fonction de ce que va déterminer les recherches menées autour de ces objets qui ont été abattus, j'imagine qu'on va prendre des mesures en conséquence. S'il s'agit bel et bien, et encore là, j'avoue que on est dans le domaine du spéculatif, mais supposons par exemple que l'objet abattu au-dessus de l'Alaska se révèle effectivement un ballon météo lancé par l'Université de l'Alaska. Ben, il est probable que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va prendre des mesures pour s'assurer que si des groupes utilisent des ballons qui atteindraient telle ou telle altitude, ben que ces gens-là tiennent un registre précis et en informent les autorités pour qu'elles puissent déterminer que la cible A, B, C ou D qui apparaît est un ballon lancé par l'université X ou Y et ainsi éviter ce genre d'incident. Mais c'est pas la première fois, hein, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont présents, mais il faut bien le dire. Si on regarde au cours des 20 ou 30 dernières années, il est de très nombreux vols commerciaux, des vols, on parle de vols civils, ont rapporté la présence de ballons ou d'objets volants non identifiés qui ressemblaient à des ballons. Rappelle-toi encore lorsqu'on a rapporté le rapport de 2022 du groupe d'enquête sur les ovnis là, du Pentagone, le All Domain Anomaly Identification Associate Group, là, c'est le groupe d'identification des anomalies en tous les domaines, hein, donc le don du groupe pour enquêter sur les ovnis. Lorsqu'ils ont publié leur rapport, en fait, ils ont remis un rapport au Congrès en octobre 2022, mais le rapport est sorti en janvier 2023. On en a parlé, on avait fait une émission là-dessus. Oui. Ce que le rapport nous dit, c'est que ils ont lors d'un premier rapport où on aurait pu, disons, une évaluation de la situation, donc un rapport en 2021, on avait 144 observations d'OVNI, et là, le dernier rapport mentionne qu'on est passé à 510 observations. Donc, on a à peu près 370 nouvelles observations d'OVNI. Et ce que le rapport nous dit, c'est que 50% de ces observations d'OVNI ont des caractéristiques tout à fait banales et ont été identifiées comme étant ou bien un simple sac qui a été emporté dans
l'air par le vent, ou de simples ballons ou d'autres objets semblables. Donc, on le voit, ces objets-là étaient présents, ces objets-là ont été rapportés par des pilotes. Ils ont même trompé des pilotes, parce que c'est une information qui n'est pas banale en soi. Hein. Les amateurs d'OVNI cherchent quelque part dans le rapport des mots qui ont un fort impact. Hein. Extraterrestre, OVNI, engin venu d'une autre planète. Mais il y a des informations qui sont excessivement pertinentes, et celle-là en est une, à mon avis, quand on dit que la moitié des pilotes ont rapporté à leur commandant la présence d'objets volants non identifiés qu'ils ont cru, hein, parce qu'ils le rapportent, c'est parce qu'ils ont cru qu'il s'agissait de quelque chose d'exotique, et qui, après enquête, s'est révélé quelque chose de tout à fait banal, comme par exemple un simple sac emporté par le vent. Ça nous montre bien que les pilotes, malgré leur connaissance du ciel, malgré leur professionnalisme derrière le manche à balai de leur appareil, ils sont, comme toi, comme moi, souvent victimes de leur propre sens, et surtout si l'objet se déplace très rapidement. Et quand je dis l'objet se déplace très rapidement, c'est pas forcément l'objet que l'avion lui-même. Imagine-toi qu'on a un ballon qui se déplace à peu près à 50 km/h en fonction des vents, mais que l'avion qui passe aux côtés, lui, vole à 800 km/h. Ben, la rencontre, si le ballon vole à sens contraire de l'avion, la rencontre se fait quand même à tout près de 850 km/h. Ouais, c'est ça. C'est vite, tu comprends? Il faut calculer à la fois. C'est un peu comme lorsque il y a une collision sur la route, hein, quand on dit un face-à-face, ben, si le véhicule A se déplace à 50 km/h et le véhicule B se déplace à 50 km/h, l'impact se fait à 100 km/h. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est donc, il faut calculer la vitesse de déplacement de l'objet, de l'OVNI, entre guillemets, avec la vitesse de déplacement de l'avion. Donc, ce qui peut donner un simple sac qui vole dans l'air, mais auquel tu passes aux côtés à 800 km/h, le pilote dans l'avion, lui, n'a pas l'impression de se déplacer. Comme toi, dans ta voiture, quand tu roules à 100 km sur l'autoroute, t'as pas l'impression de te déplacer. Tu es tout à fait immobile à l'intérieur de ton véhicule. C'est le véhicule qui se déplace. Le pilote dans l'avion, il ne se déplace pas. Il est à 0 km/h, lui. Mais c'est son avion qui se déplace à 800 km/h. Ce qui peut fausser son impression. Donc, lui a l'impression qu'il ne bouge pas. Son avion se déplace à 800 km/h. Et là, voilà qu'un ballon passe au côté de lui à 50 km/h. Ben là, il a l'impression que tout ça s'est passé à 850 km/h. Mais bon, il faut toujours être très prudent avec ça. Mais on voit, hein, c'est une information qui n'est pas banale, qui montre que des objets semblables, assez anodins, peuvent être perçus dans le ciel. À quelques reprises, ils ont été rapportés par des pilotes militaires, ils ont été rapportés par des pilotes civils. Et après recherche, on a rapidement déterminé qu'il s'agissait de ballons. Même dans certains cas, des pilotes civils ont rapporté la présence de ballons, là, spécifiquement des ballons. Hein. J'ai dans mes archives des centaines de cas où des pilotes ont rapporté la présence d'un objet qu'ils ont clairement identifié comme un ballon. Donc, on a le vol Air Canada X ou Y qui vole en direction, par exemple, de la Nouvelle-Écosse. Et le pilote rapporte à NAV Canada, qui contrôle la circulation aérienne, en disant, ben voilà, on est à 32 000 pieds, on est passé aux côtés d'un ballon. Ben, évidemment, ça peut toujours représenter un risque. Quand tu frappes un ballon météo avec des instruments, tu le frappes avec un avion de ligne, ben évidemment, ça peut entraîner des dommages. Donc, le pilote va rapporter l'incident. Ça passe comme un incident un peu banal, secondaire, mais néanmoins, les objets étaient là. Donc, est-ce que c'est le fait qu'on a augmenté les mécanismes de détection, qu'on s'aperçoit que ces objets-là sont beaucoup plus présents qu'on l'imaginait et qui nous révèlent finalement une activité aérienne qui est supportée par plein de gens à travers les États-Unis. Et là, soudainement, on s'inquiète de cette présence-là. J'ajoute qu'il suffirait d'en avoir juste un qu'on juge suspect pour créer boule de neige pour les autres, là, et absolument. Surtout le caractère répétitif en peu de temps et peut rendre toute la chose et la situation très opaque et très trouble. Ouais. Il faut pas non plus négliger, Camille, également qu'il y a
y a des positions qui sont purement politiques là-dedans. C'est ça. C'est-à-dire que les Américains, même si l'objet se trouve comme ça en altitude, il y a eu l'incident du ballon chinois et tout d'un coup, il y a ces incidents qui, comme tu le mentionnes, font boule de neige et se multiplient. Les Américains veulent aussi envoyer un signal. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qu'on voit qui est mystérieux, on tire dessus, on l'abat, on réagit promptement. Donc, ça envoie un signal à toute personne qui voudrait exploiter ou traverser ou négocier l'hégémonie du ciel américain en se disant, les Américains sont à prendre avec des pincettes parce que ils vont réagir promptement. Donc, on veut envoyer un message. Et la façon d'envoyer ce message, c'est de montrer que dès qu'un objet plus ou moins non identifié met en péril l'hégémonie du ciel américain, on réagit et on abat l'objet. D'ailleurs, il faut aussi mentionner que probablement, à l'interne, on a beaucoup reproché au président Biden d'avoir tardé avant d'abattre le ballon chinois. Ouais. On l'a laissé pendant une semaine voler au-dessus du territoire américain, ce qui a alimenté évidemment les critiques des républicains, qui ont dit à Biden, nous, on l'aurait abattu plus rapidement. Et là, évidemment, on dit que Biden a laissé une force étrangère découvrir de l'information sur des installations militaires. C'est un peu grossier parce que ces installations militaires auraient pu être photographiées, filmées depuis l'espace. Donc je ne crois pas que l'utilisation de ce ballon représente réellement une épine dans le pied. Là. Je pense que l'information que le ballon aurait pu transmettre à une nation X, on suppose les Chinois, mais une nation X, cette information-là aurait pu être également obtenue par l'utilisation d'un satellite. Je pense qu'il y avait, à travers l'utilisation de ce ballon, une forme on a voulu narguer un peu les Américains et de voir également leur temps de réaction. Donc c'est à peu près ça où on en est. On sait pas trop pour l'instant, mais comme n'importe qui, même si le département de la Défense nous a dit noir sur blanc cet après-midi que c'était pas des extraterrestres, évidemment, on est quand même curieux. C'est ça. On se dit, c'est quoi ces objets-là? On a hâte de savoir de quoi il s'agit, parce qu'on va peut-être découvrir que finalement, c'était que des drones utilisés par telle ou telle organisation tout à fait légitime, mais on est curieux, on veut savoir qu'est-ce que c'est, d'autant plus que la presse en parle tellement, peu importe la chaîne que tu synthonises, on ne parle que de ça depuis quelques jours, ces mystérieux ovnis abattus au-dessus du territoire canadien et américain. Donc, c'est le fun. Ce qui est quand même amusant, c'est que les Américains ont créé au cours de l'an dernier, donc au milieu de 2022, ils ont annoncé la création d'un organisme gestionnaire global pour enquêter sur les observations d'OVNI. Lorsque cette question des OVNI s'est retrouvée au Congrès, il y avait à un moment donné, le département de la Défense avait créé son propre petit groupe d'enquête sur les OVNI, qui avait un nom aussi exotique que Groupe de gestion et d'identification des menaces aérospatiales. De leur côté, la Navy avait également un groupe qui s'appelait le UFO Task Force, la force d'intervention des OVNI. Je l'aime ce nom-là. Oui, moi aussi, ça fait film, c'est le UFO Task Force. Et éventuellement, donc l'été dernier, le département de la Défense a annoncé que tous ces groupes se fusionnaient et devenaient un seul et unique organisme géré par le ministère de la Défense et en même temps par le service, le bureau du directeur général du renseignement, et que cette nouvelle entité porterait le nom de Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et ce groupement-là, donc, s'intéresse à la question des OVNI. Et là, aujourd'hui, et au cours des derniers jours, je suis allé sur leur site, et à aucun moment, ils ne sont intervenus dans l'histoire de ces ballons. Okay. Donc, c'est quand même curieux que on parle d'OVNI dans la presse, mais aux États-Unis, le bureau chargé d'enquêter sur les OVNI n'enquête pas sur ces OVNI-là. Ça veut dire qu'on a mis ça au clair, on a fermé la porte à ça. Ouais, absolument. Donc, on sait ce que c'est. Donc, on dit OVNI parce que on n'a pas le détail précis au boulon près de ce que c'est, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, qu'il s'agit de mécanismes soit d'observation ou de collecte de données, quelle que soit la façon dont ces données sont obtenues. Et ce que l'on veut déterminer maintenant, c'est quel est le pays d'origine de ces
aéronefs qui permettent de colliger de l'information. Et on va laisser l'enquête suivre son cours. Les États-Unis ont ramassé des morceaux restants de ce dit ballon-là à suivre. Donc, je trouvais ça important qu'on commence avec ça parce que veut pas, c'est ce qui a marqué bien sûr. Fin de semaine et l'actualité des derniers jours. C'était sûr qu'on allait se faire poser la question. Mais je sais qu'on a pris beaucoup de temps. C'est bien, c'est correct parce que notre émission du lundi est consacrée aux ovnis. C'est l'actualité. On en parle beaucoup. Moi-même, je suis ce dossier-là avec beaucoup d'intérêt. Parce que, comme je l'ai mentionné, peu importe que ces objets-là soient d'origine extraterrestre ou non, on veut savoir ce que c'est. Il y a cette curiosité qui est propre à dire, OK, c'est quoi ces objets-là? On les a abattus. Mais là, évidemment, sur le plan de la culture populaire, ces histoires-là, crois-moi, elles vont perdurer et longtemps. Oui. Parce que c'est un incident. Ce qui se passe en ce moment n'est pas sans rappeler l'incident de Roswell en 1947. Je vais prendre quelques minutes pour te rappeler les grandes lignes de ça. On est en début du mois de juillet 1947. Un individu, et là ce sont des faits certains, là, c'est pas des rumeurs. Un individu, un certain Mac Brazel, se présente au bureau du shérif de Roswell en disant, j'ai trouvé des drôles de patentes sur mon terrain. Ça a l'air comme du papier d'aluminium, puis il y a comme des petits bâtonnets avec ça. J'ai trouvé ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on commençait à utiliser des ballons sondes et certaines universités ou les services d'État, notamment l'énergie et les mines, offraient 5 $ à quiconque rapportait un ballon météo. Donc, 5 $ en 1947, c'est intéressant. Alors, le type, notre Brazel, dit, voilà, j'ai trouvé ça. C'est un peu contradictoire parce qu'on dit souvent dans les récits, c'est que ces objets-là étaient tombés quelques jours plus tôt, alors que dans le journal même du jour où Brazel se présente au bureau du shérif, il dit clairement aux journalistes que l'objet est tombé 3 semaines plus tôt sur son terrain. Okay. Donc, l'objet serait pas tombé au début du mois de juillet, serait tombé plutôt au milieu du mois de juin. Or, et là, donc, on va récupérer l'objet, et puis le lendemain, au départ, les militaires de la base de Roswell disent c'est très curieux, c'est effectivement, il y a comme du papier d'aluminium, il y a des petits bâtonnets, il y a des petites poutres d'acier, c'est vraiment curieux. Et là, la base militaire de Roswell va émettre un communiqué. Donc, c'est les militaires eux-mêmes qui émettent le communiqué. C'est pas une invention des journalistes, là. C'est vraiment la base de Roswell qui émet un communiqué en disant « Nous avons récupéré un disque volant ». Ici, il est important quand même de souligner que en 1947, les disques volants ne voulaient pas dire un engin extraterrestre. Aujourd'hui, si je te dis j'ai vu une soucoupe volante ou j'ai vu un ovni, immédiatement, on pense aux extraterrestres. Mais en 1947, les gens ont de la misère à comprendre ça. En 1947, il n'existe pas les extraterrestres. C'est pas de ça qu'on parle. En 1947, quand on parlait des soucoupes volantes, parce que ça commençait dans la presse, des gens à gauche et à droite disaient « j'ai vu des soucoupes volantes ». Mais à l'époque, la pensée générale, c'est que les soucoupes volantes sont ou bien des erreurs d'interprétation, ou soit des trucs inventés par des illuminés ou des engins russes. C'est le début de la guerre froide. On craint éventuellement l'invasion des communistes. Donc, quand les gens parlent de soucoupe volante, on se dit, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un engin russe? Donc, en 1947, tu criais le mot disque volant et les gens comprenaient une patente qui vole, puis on sait pas trop ce que c'est, mais ça pourrait être des Russes. C'est ça que les gens entendaient. Donc, tu comprends, quand l'armée émet son communiqué en disant « Nous avons trouvé un disque volant », ils disent pas « nous avons trouvé un engin extraterrestre ». Ils disent « nous avons trouvé quelque chose qui vole, puis on sait pas trop ce que c'est ». C'est ça que ça veut dire. Et dès le lendemain, les militaires disent « oh, on s'est trompé, c'était un ballon sonde ». Et merci, bonsoir. Et depuis, évidemment, cette histoire-là continue de percuter en disant, voilà, c'était probablement l'histoire du ballon, c'est invraisemblable. Les militaires n'auraient pas confondu un vulgaire ballon à une soucoupe volante, même si on pensait qu'une soucoupe volante pouvait être... Alors, c'est ce qu'on se dit. Mais en réalité, on sait aujourd'hui qu'on a une très bonne explication de... On peut douter, mais on a quand même une bonne explication de ce qui a pu se produire. En 1947, la base d'Alamogordo, qui était distante de plusieurs centaines de kilomètres de la base de Roswell, procédait à des essais de ballons, lançait des ballons
Le ballon en lui-même était pas secret, c'était la mission du ballon qui était secrète. On appelait cette mission-là la mission Mogul. Donc on lançait des ballons dans l'atmosphère. Ces ballons étaient équipés de systèmes capables de détecter une explosion atomique du côté de l'Union soviétique. Donc on avait mis comme des espèces de senseurs et les scientifiques croyaient que ces senseurs-là étaient suffisamment sensibles pour détecter une explosion atomique du côté des soviétiques. C'est ce qu'on voulait savoir. Est-ce que les soviétiques ont la bombe atomique? Donc, on faisait des lancements de ces ballons, et ces ballons étaient équipés de cibles radars qui ressemblaient à du papier d'aluminium. Mais c'était pas vraiment du papier d'aluminium. Du papier d'aluminium, tu en as probablement chez toi, dans tes armoires. Oui. Quand tu le prends, dès que tu le chiffonnes, il s'effoire, puis il reste en boule. Puis dès que tu essaies de le déchirer, il se déchire. Rien qu'à le regarder, il se déchire tout seul. Oui. Or, les militaires, eux, avaient été surpris parce que ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait du papier d'aluminium. Mais quand on le pliait et on le relâchait, il reprenait sa forme. Puis il était à peu près indéchirable. Or, on n'avait jamais rien vu de semblable. D'où le fait qu'ils avaient l'impression, les militaires de Roswell, qu'ils avaient mis la main sur quelque chose de tout à fait exotique. Mais on sait aujourd'hui que non seulement la base d'Alamogordo procédait à des lancements de ballons, que ces ballons-là avaient des équipements qui permettaient, semble-t-il, de détecter une explosion atomique, mais le cœur du problème, c'est qu'en 1943, des Britanniques avaient inventé le millard aluminisé. Le millard aluminisé, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu ce que quand vous prenez une barre tendre, l'enveloppe, elle est comme en papier d'aluminium, mais si tu le froisses, il va reprendre sa forme. Ah, okay. Puis c'est très difficile à déchirer. Or, le millard avait été inventé en 1943 par des Britanniques. Il a été racheté la même année par la compagnie DuPont, compagnie américaine, qui était la conseillère du département de la Défense pour la question atomique. Or, que font les ballons Mogul? Ils veulent détecter des explosions atomiques du côté de l'Union soviétique. Qui possède le brevet pour le millard aluminisé? DuPont, le conseiller militaire pour la question atomique. Donc, DuPont a, depuis 1943, le brevet pour fabriquer du millard aluminisé. Il est très résistant, il reflète mieux les ondes radar et il est beaucoup plus léger que du papier d'aluminium. Or, les réflecteurs radars des ballons Mogul étaient composés de ce curieux matériel qui était le millard aluminisé. On n'en avait jamais vu. Même les militaires de Roswell n'avaient jamais vu ça. Donc, quand le ballon tombe à Roswell, on croit que c'est le ballon numéro 4, envoyé au milieu du mois de juin, qui serait tombé sur le ranch de McBrazel. L'enveloppe du ballon, elle est assez banale. Les câbles, les instruments, on voit bien que c'est de l'équipement de l'époque. Mais les militaires sont fascinés par ce curieux papier d'aluminium que l'on froisse et qui reprend sa forme. Le millard aluminisé, je te rappelle, n'a été commercialisé dans le grand public qu'à partir de 1951. Donc, en 1947, à part quelques initiés, personne n'avait jamais vu ce matériel-là. Donc, quand le ballon est ramené à Roswell, les militaires de Roswell voient ça, ils sont étonnés. Alors, ils font leur fameux communiqué de presse. On a trouvé quelque chose qui vole, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est probablement russe. Et pourquoi probablement russe? Parce que du papier comme ça, on n'en a pas. On n'a pas du papier de même. C'est une technologie étrangère. Ça vient pas chez nous, on n'a pas du papier de même. Or, imagine-toi, lorsqu'ils font ce communiqué, et quand la presse s'empare de l'affaire et elle parle de ça, des débris métalliques avec du papier aluminisé, imagine-toi, en haut lieu, on commence à se dire, hey, ces gars-là, ils savent pas, mais sont en train de rendre public des informations de top niveau ultra secrètes. Un nouveau matériel qu'on est en train de développer pour des cibles radars, sont en train de présenter ça à la presse. Donc, d'où l'intervention très rapide du Pentagone, et dès le lendemain, on a remplacé ces débris-là par des débris banals d'un ballon, puis on dit, c'est ça que les gars ont trouvé.
Dans le fond, on n'a pas voulu cacher des extraterrestres. Ce qu'on voulait cacher, c'est ce fameux papier, ce millard argenté, aluminisé, dont on ne va commercialiser le produit qu'à partir de 1951, et qui aujourd'hui est assez banal. Hein? Tu vas au magasin, tu t'achètes une tablette de chocolat, bien souvent elle est enveloppée dans ce fameux papier qui est très léger, qui est très difficile à déchirer. Si t'en prends un morceau un peu plus épais, là, j'en ai moi chez moi un rouleau. D'ailleurs, quand je fais des conférences et je parle de Roswell, j'en donne à tout le monde des petits morceaux. Puis là, je lui dis, essayez de le déchirer, essayez de le froisser, et vous allez voir à quel point ça ressemble à ce que les gens à Roswell disaient. Hein? Un papier d'aluminium, on le froisse, il reprend sa forme, il est indéchirable. Et le rouleau que j'ai m'a été donné justement par la compagnie Dupont, et c'est exactement le même papier d'aluminium qu'ils ont utilisé sur les cibles radars en 1947. Donc, tu vois, on a utilisé une technologie qui était proprement américaine, l'objet est tombé, mais on comprend les amateurs de mystère, les amateurs d'ovnis, et même ce que je viens de te dire là, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont dire, mais Christian Page, c'est un gros bullshiteux, il y a rien de vrai là-dedans, c'est pas vrai, on a trouvé vraiment des extraterrestres, des soucoupes volantes, le ballon mogul, le papier aluminisé, tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour nous tromper, on ne pourra pas faire taire cette conclusion-là, on ne pourra jamais empêcher les gens de croire au complot, de croire qu'on a récupéré des extraterrestres. C'est exactement la même chose qui va se passer en ces événements-là des derniers jours. Le fait qu'on ait abattu 3 objets pour lesquels on n'a pas beaucoup d'informations et qui restent un peu mystérieux. Hein? Ouais. Bon, même si demain matin, le gouvernement américain disait, voilà, les objets qu'on a abattus étaient un ballon sonde, 2, un simple drone, 3, un cerf-volant. Il y aura toujours quelqu'un quelque part pour dire on nous cache des choses, c'est pas vrai. Un de ces objets-là était probablement un véritable engin extraterrestre. Et je serais pas étonné que dans quelques années, retiens bien ça, aujourd'hui 2023, cette histoire de ballon-là, je serais pas étonné dans 10, 15 ou 20 ans qu'on entende parler que, oui, il y a eu un incident d'un crash d'OVNI en 2023 au Canada où on aurait récupéré des extraterrestres et une machine volante. Hein, le jeu du téléphone arabe, où l'histoire va se gonfler. Hein, parce que en 1947, d'ailleurs, c'est assez amusant. Si tu regardes la presse de 1947, si on revient à cette histoire de Roswell, à aucun moment il est question de machines volantes et à aucun moment il est question d'extraterrestres. C'est jamais de ça qu'on parle. Tous les articles de journaux, unanimement en 1947, ne parlent tous que de la même chose. Un objet qui ressemblait à un ballon avec du papier d'aluminium qui avait des propriétés étonnantes et des petits bouts de bois qui ressemblaient à du bois de balsa et des morceaux de métal. Mais rien de plus, là. On parle pas d'une machine, des extraterrestres, ça n'existe pas, ça, là. Et on voit que l'histoire va se gonfler, hein. Roswell, c'est 24 heures, à peu près, en 1947, le temps que les autorités disent, voilà, c'était simplement un ballon sonde, merci, bonsoir, on enterre tout ça. Et puis, au milieu des années 70, des années, des décennies après l'événement, là, des gens vont commencer à raconter des histoires fabuleuses. Hein? Évidemment, c'est jamais le témoin principal. Hein? C'est toujours mon père qui travaillait dans une base, connaît quelqu'un qui a vu ça, ou mon père a vu les extraterrestres, mais il est mort. Donc, il m'a confié ça sur son lit de mort. Tu sais, c'est toujours des histoires qui vont s'amplifier ou des gens qui racontent qu'ils connaissent quelqu'un qui a vu ça, mais il n'y a jamais quelqu'un qui a vu ça, qui dit qu'il a vu ça. C'est toujours un ricochet. Donc, voilà, c'est toujours un peu un ricochet. Or, c'est un peu ça, la mécanique. Hein? Donc, dans 20 ans ou dans 30 ans, on a des gens, je suis persuadé de ça, il y a des gens qui vont si les ovnis sont toujours un sujet de discussion, il y a des gens qui vont dire, 2023, un ovni a été abattu au-dessus du Canada et je connais quelqu'un qui a fait partie des opérations de récupération qui m'a raconté qu'on n'avait pas trouvé un ballon, mais vraiment une machine volante avec des extraterrestres et voilà, on est en présence de folklore, de mythes qui sont en train de naître. Et ce qu'on a vu ce week-end, à mon avis,
on va en entendre parler encore très longtemps et je serais pas étonné que ce soit récupéré par cette communauté d'amateurs d'OVNI. Mais c'est ce qui me fascine, moi personnellement, c'est ce qui me fascine dans ces sujets-là. C'est pas tant de savoir quand il y a 20 ou 30 ans, quand j'ai commencé dans ces sujets-là, évidemment, je me posais cette question-là, est-ce qu'on est visité par des extraterrestres, ça? Mais mon intérêt s'est transformé un peu dans une approche beaucoup plus anthropologique, sociologique. Hein? Ça m'intéresse pas de savoir le débat entre les pour et les contre. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que, malgré les évidences, des gens continuent à croire ça? Comment on arrive à s'alimenter et à donner vie à des situations comme celle-là? C'est un peu la même chose, hein, comme les gens qui s'intéressent aux théories du complot. Ben, tu sais, les gens, même si pour les sociologues, écoute, les dernières années ont été une pépinière, hein, d'essayer de comprendre les mécanismes qui fait que des gens sont tombés dans l'extrême droite et ont alimenté toutes sortes de théories du complot. Et ces gens-là, ben évidemment, pour eux, ils ont l'impression qu'ils détiennent la vérité, qu'il y a réellement un univers caché et dont eux sont un peu tributaires de cette connaissance. Ils font partie d'une élite. Encore la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a envoyé promener, hein, et ça arrive souvent, et il m'envoie promener, mais en me disant... Et ça, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je pense que je sais pas, je te l'avais dit ou je l'ai dit à des amis, mais le type, c'est Christian Page, c'est un faux cul parce que c'est le gars qui s'intéresse au paranormal, mais il croit pas au paranormal. Oui, tu me l'as dit la semaine passée. C'est pas parce que tu y crois pas que t'as pas le droit de t'y intéresser. C'est un peu comme si, c'est ça, c'est comme si les gens qui s'intéressent aux, je sais pas moi, aux légendes, à la mythologie grecque, t'es pas obligé de croire aux cyclopes pour t'interroger à la mythologie grecque, là, tu sais, je veux dire. Bon, c'est un peu la même chose. Vraiment, faut que tu sois déconnecté, mais c'est un peu ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu tout cet univers-là. J'aime cet univers-là. J'aime les gens qui croient à ça, puis voir pourquoi ils y croient. Puis souvent, j'essaie de discuter avec eux, mais certains sont plus réceptifs à un contre-argumentaire, mais d'autres sont complètement fermés, sont dans une bulle, ça. Mais bon, c'est un sujet qui est passionnant. Les croyances humaines et la façon dont on va toujours trouver le moyen, pour les gens qui croient ou qui adhèrent à ça, les gens vont toujours trouver le moyen de rationaliser la croyance. Hein. C'est un peu comme, si on fait un clivage simple, c'est un peu comme croire en Dieu. Tu sais, tu dis, la personne qui a survécu au tremblement de terre, qui a passé, là on vient de déterrer un jeune homme là, qui a passé presque 80 heures sous terre, on se dit, mon Dieu, c'est un miraculé, Dieu a veillé sur lui. Ben pourquoi Dieu a fait, dans un premier temps, pourquoi Dieu a fait écrouler le bâtiment? Tu comprends-tu? Alors là, c'est la façon de rationaliser la chose. C'est parce que Dieu a voulu y envoyer une épreuve. Et là, il a survécu à l'épreuve. Ils ont la réponse facile pour ça, par exemple. Hein? Mais c'est normal. Dans toutes les religions du monde, il y a toujours cette antithèse, ce mécanisme-là qui fait qu'on a... Hein, c'est toujours un peu manichéen. Hein, c'est bien ou c'est mal. Et on trouve toujours le moyen de rationaliser. On n'a pas à débattre de ça. La foi, comme on dit, ça se prouve pas, ça s'éprouve. Donc les gens qui ont la foi trouvent une façon là-dedans de rationaliser leurs croyances. Et je l'ai vu également. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, j'étais allé en Haïti faire un reportage sur la zombification. Et ce qui me fascinait, c'était de voir les sorciers, hein, les bokors, hein, les sorciers qui font de la magie noire. C'est assez amusant, en Haïti, t'as les bons sorciers et les mauvais sorciers. Les bons sorciers, c'est les Ougans, et les mauvais sorciers, c'est les bokors. Mais dépendamment de la somme d'argent que t'es prête à investir, un bokor va rapidement mettre le chapeau de l'Ougan et l'Ougan va mettre le chapeau du bokor. Tu comprends? C'est le triste visage de la pauvreté. C'est ça. Bon. Et ces gens-là, donc, ils font toutes sortes de rituels. Et dans le vaudou, c'est tout à fait extraordinaire la façon qu'ils ont de rationaliser le succès et l'échec. Parce que pour eux, rien ne peut être plus fort que les dieux. Donc, si le sorcier fait une concoction, par exemple, pour que tu tombes enceinte, là, tu vas voir le sorcier, tu dis, bon, je voudrais avoir des enfants, tu veux ça, je te fais une concoction, et là, tu prends la concoction. Si tu tombes enceinte, le sorcier va dire, c'est ma concoction qui a marché. Mais si tu ne tombes pas enceinte, le sorcier va dire, c'est parce que les dieux veulent pas que tu tombes enceinte. Ouais. Tu comprends-tu? Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est jamais la concoction qui est en cause.
si ça marche, c'est la concoction qui marche. Puis si ça marche pas, ben c'est parce que les dieux ont voulu que la concoction ne marche pas. Ben c'est jamais la faute du sorcier. Et ça, c'est extraordinaire, le nombre de fois où j'ai vu, parce que dans le cas de la zombification, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est quoi exactement la zombification? Est-ce qu'il y a un peu de lobotomie là-dedans? Ou Pas du tout. En fait, on a découvert, c'est un travail tout à fait remarquable qui a été fait par un jeune ethnobotaniste canadien qui s'appelle Wade Davis. Et bon, on a encore quelques minutes. Ben, je peux prendre 2-3 minutes pour t'expliquer comment ça a été fait. C'est une émission spéciale sur les ballons, finalement, ce soir. Ouais, mais écoute, ça a été vraiment fascinant. On a encore un genre de 5 minutes. Ben, dans les ballons, tu vas voir qu'on a de la suite dans les idées sur les ballons. C'est bon, parfait. Donc, en 1980, il se produit une histoire tout à fait aberrante à Haïti. Un homme arrive au marché public et il rencontre une femme, il lui tape sur l'épaule, il lui dit « Voilà, Angelina, est-ce que tu me reconnais? C'est moi, ton frère Narcisse. » Or, Angelina Narcisse regarde son frère et elle lui dit « Ben, oui, c'est vrai. » son frère qui s'appelle Clervius, elle lui dit « Oui, tu ressembles à mon frère Clervius Narcisse, mais Clervius Narcisse est mort en 1962. Donc comment en 1980 ce même Clervius Narcisse peut-il apparaître au marché public? » Et éventuellement, les faits vont clairement démontrer que Clervius Narcisse est bel et bien un zombie. Il est mort, on a son certificat de décès, il est mort d'ailleurs, son décès a été constaté dans un hôpital, l'hôpital Albert Schweitzer en Haïti, donc un hôpital américain géré par des médecins américains. Il a été déclaré mort, on a remis le corps à la famille, le corps a été enterré, merci, bonsoir. Narcisse va raconter une histoire tout à fait incroyable. Il va dire, après qu'on m'ait mis en terre, j'étais toujours vivant, j'entendais les gens qui parlaient, j'entendais quand on enterrait mon cercueil. Ensuite, le soir même, on a déterré mon cercueil et là, des sorciers m'ont sorti de mon cercueil, m'ont envoyé dans une plantation de canne à sucre où j'ai travaillé comme zombie pendant des années. Il y a eu une dispute entre toute une communauté de zombies qui travaillaient là et le propriétaire, puis on s'est enfui dans la montagne et voilà, j'ai vécu là pendant 18 ans. On comprend bien que Clervius Narcisse ne peut pas être vraiment mort. On ne revient pas d'entre les morts. Mais comment est-ce que ça a pu se produire? Et à ce moment-là, des scientifiques, et principalement un groupe de scientifiques de l'université McGill, on avait une équipe qui était à New York, une équipe qui était à l'université McGill à Montréal. Ils ont mis de l'avant un projet et ils ont envoyé un jeune ethnobotaniste canadien, Wade Davis, en Haïti, qui lui, pendant des mois, s'est infiltré dans la communauté des sorciers, le voodoo et tout le reste, et éventuellement, il a réussi à mettre la main sur la poudre à zombies. Et donc, en fait, il a mis la main sur plusieurs échantillons. Ces échantillons étaient envoyés à différents laboratoires, dont notamment McGill et le laboratoire de New York, et en analysant ces différents échantillons, on a découvert que tous ces échantillons étaient composés de différents éléments. Des pattes d'oiseaux broyées, du poil de chien, n'importe quoi. Mais tous ces échantillons avaient un élément en commun, un seul élément en commun, la tétrodotoxine. La tétrodotoxine, c'est le poison qu'on retrouve dans les poissons ballons. Donc, tu sais, ces poissons qui se gonflent lorsqu'ils sont effrayés et qui sont pleins de pics et qu'on peut manger au Japon. Oui, c'est ça. Et qu'on peut manger d'ailleurs au Japon c'est du fugu. On le coupe. Puis il faut faire attention parce que s'il est pas bien préparé, celui qui le mange va mourir. Donc, oups, OK. Fait que je l'essayerai pas quand je vais y aller. Pourquoi? Parce que ces poissons, les poissons globes, ont des champignons, des parasites dans les intestins et ces parasites, le poison qu'ils ont, infecte la viande. Mais ils l'infectent de manière à créer comme si la viande contenait un faible poison neurotoxique et en même temps un poison hallucinogène et psychédélique. Donc, quand on mange du fugu au Japon, t'as un buzz. C'est pour ça que c'est un mets raffiné. T'arrives là au Japon, si le cuisinier a bien préparé ton fugu, tu manges ton fugu, puis là, écoute, t'es buzzé pour la soirée. Il y a un effet autour de ça. Mais en même temps, s'il est mal préparé, tu risques de t'empoisonner. Et c'est exactement ce que les sorciers vaudous avaient découvert de manière empirique. Donc, ils font des concoctions, ça n'a pas d'importance ce que l'on met dans la concoction, mais on met de la tétrodotoxine. Et la façon dont le zombie se fait, c'est quand on donne de la tétrodotoxine à un individu,
on crée un effet de mort apparent. Hein? Les signes vitaux disparaissent, il cesse de respirer, le cœur ne bat plus que de façon très très faible, et si faible que dans le cas de Clervius Narcisse, il a réussi à tromper des médecins de l'hôpital Albert Schweitzer. Et à cause de ça, il y a un manque d'oxygénation qui se produit au cerveau, et l'individu, lorsqu'il ressort de son état comateux, ses fonctions cérébrales ont été largement hypothéquées et il est devenu un zombie. OK, donc, c'est vraiment... Donc, on a ces gens-là qui vont errer dans des rues, dans des villages, vraiment comme des zombies. Mais c'est un processus. Ils ont été drogués, la drogue a entraîné une diminution de leur fonction vitale, et avec ça a suivi malheureusement un manque d'oxygénation au cerveau qui les a transformés en zombies. C'était pas la première fois qu'on trouvait des zombies, donc des gens errants en Haïti, qu'on avait pu déterminer que ces gens-là avaient été déclarés morts à un moment donné, et on les retrouvait 10-15 ans après, circulant dans les rues. Pourquoi l'affaire Clervius Narcisse a changé la donne? Parce que Clervius Narcisse avait gardé des grands pans de sa mémoire. Les autres zombies qu'on avait trouvés avant, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est oui, il y a un acte de décès qui a été établi au nom de X ou Y. Mais cette personne-là était incapable de nous dire ce qui lui était advenu. Dans le cas de Clervius Narcisse, lui, il a été capable de raconter aux chercheurs le processus. Il se rappelle que des gens étaient allés chez lui. Il avait une dispute avec son frère sur un héritage familial. Il a mangé quelque chose. Il est allé à l'hôpital, il a vomi, et là, on l'a déclaré mort. Et là, il se rappelait que on l'envoyait à la morgue, il entendait les médecins parler autour de lui. Il a entendu quand on a cloué le couvert de son cercueil. D'ailleurs, un clou s'est placé de côté et est venu lui traverser la joue. Il gardait encore la cicatrice sur sa joue. Et ensuite, il se rappelle être sorti du trou, d'avoir été amené dans la plantation où les gens travaillaient comme lui, tous des zombies. Et ensuite, le meurtre du propriétaire terrien et leur fuite dans les montagnes. Donc, c'était tellement répandu, Christian, qu'il y avait vraiment une communauté de ça. Oui, absolument. Donc, le cas Clervius Narcisse a permis de passer de la légende du zombie à la réalité pharmacologique. Et ça a transformé beaucoup de choses. Non seulement on comprend aujourd'hui quel est le mécanisme, mais crois-le ou non, dans les pays sous-développés, entre guillemets, où il y a des rivages, parce que le poisson lune, pas le poisson lune, le poisson globe, il est répandu partout à travers le monde, et ce poisson, tous les poissons globes ont tous cette dangereuse toxine qui est la tétrodotoxine. Tétrodotoxine parce que le poisson appartient à un groupe de poissons qu'on appelle les tétraodons ou tétrodons, d'où le nom de tétrodotoxine. Et donc, ces poissons-là sont répandus partout à travers le monde. On apprend aux médecins, les jeunes médecins qui vont aller faire de la médecine de brousse dans des pays qui ont des rivages côtiers avec l'océan, de comment reconnaître un tétraodon, comment en extraire la tétrodotoxine et comment l'utiliser comme un anesthésiant de fortune. OK, donc, parce que ça a des bienfaits quand c'est bien dosé. Ça a des bienfaits parce que ça place l'individu dans un état complètement comateux. Donc, si on est capable de l'alimenter en oxygène pour éviter que le cerveau se détériore, on pourrait pratiquer des interventions chirurgicales de manière tout à fait normale, sans utiliser les anesthésiens connus dans le domaine pharmacologique et médicaux. Si on était vraiment pris, on pourrait toujours faire ça. Donc, ça a transformé la vision que l'on avait. À la fois, on a découvert sur le plan anthropologique comment les sorciers utilisaient ces poisons-là, comment ils les incorporaient dans une culture et dans un mécanisme de religion, parce que là encore, quand j'étais là-bas, je parlais avec des Bokars, et là, on parlait justement du zombie, puis ils me disaient, quand le zombie, parce que un cas comme Clervius Narcisse, c'est excessivement rare, parce que les sorciers font leur mixture de manière un peu aléatoire, un petit peu de ci, un petit peu de ça, une pincette de ça. Puis parfois, ça fonctionne pas. On veut transformer quelqu'un en zombie, il va être malade, il va manger ou boire quelque chose, il va vomir, il va être malade pendant quelques jours, mais il va revenir normal. Alors à ce moment-là, le sorcier, le Bokar, va dire à celui qui l'a payé pour transformer X ou Y en zombie, il va dire ça n'a pas marché.
parce que les dieux ont pas voulu qu'il devienne un zombie. Donc, tu vois, il rationalise le... Puis si l'individu en prend trop et il meurt, ben le sorcier, encore une fois, va dire à son client, ben j'ai pas pu le transformer en zombie, il est mort. Parce encore que les dieux. Les dieux ont voulu qu'il meure. Donc, on a une façon tout à fait extraordinaire de rationaliser l'échec, mais en même temps, on rationalise le succès. Et c'est fantastique. C'est un sujet, moi, qui me passionne. Écoute, je pourrais t'en parler encore des heures et des heures, de voir comment le paranormal se véhicule à travers une société, à travers une culture populaire, comme par exemple pourquoi les ovnis ici en Amérique ou en Occident ont telle ou telle forme ou sont perçus de telle ou telle manière, alors qu'en Orient, il y a peu d'observations d'ovnis, mais c'est autre chose que l'on perçoit. Tu sais, il y a vraiment une récupération de ces grands mythes qui sont transformés et véhiculés au travers des sociétés, les sociétés dans lesquelles ces sujets-là sont traités, et ce qui les façonne en fonction des différentes religions ou des mécanismes, même si c'est pas une religion, le croire aux ovnis, mais c'est un mécanisme de croyance pareil, de croire au surnaturel et tout le reste. J'ai tellement appris de choses ce soir et la thématique était dans le ballon, que c'est ça que le poisson on avec les ballons espions. Ouais. C'est ça. Puis il nous reste 2 minutes, fait qu'écoute, on veut pas empiéter sur le Spacecast, là. Non, effectivement. Puis écoute, Christian, désolé de t'avoir fait dévier de notre sujet. Non, écoute, ça me fascine. C'est des sujets qui me fascinent. Ne sois pas désolé, ça me passionne de parler de ça. Ben, j'ai adoré, puis t'as partagé cette passion-là avec moi, puis avec plusieurs auditeurs qui ont extrêmement interagi ce soir par texto. Il y en a même qui disent que les dauphins en consomment pour supposément le buzz de ces petits poissons. Oui, absolument. C'est le buzz, c'est ça. Donc, la tétrodotoxine. C'est les dauphins. Ah, ils sont comme des sorciers vaudous. Oui, c'est ça. Ah, ben, Christian, merci. Puis on reprend demain, là, notre thématique